Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes la co-directrice du magazine Regard, créé en 1930. Vous avez décidé de miser sur un projet fortement tourné vers le net. Pourquoi cette évolution et doit-on faire le deuil du papier ? Non, je pense que le papier a encore de beaux jours devant lui, mais ce qui est évident, c'est que l'information sur le net est maintenant banalisée, fait partie du quotidien de la majorité de nos concitoyens. Donc il est normal de s'adapter à cette évolution qui bouscule, on va dire, l'économie de la presse, l'économie des médias, de la presse notamment, de tout ce qui relève du papier, mais qui en même temps est un moyen aussi de partager encore plus l'information. Vous êtes co-directrice du magazine Regard.fr, vous êtes présente sur Twitter, vous êtes présente sur Facebook. Ces nouveaux vecteurs de communication changent-ils votre manière de faire de la politique ? La mienne, je ne sais pas, c'est celle de la politique. Je pense que ça change, en effet, les façons de faire de la politique. Je trouve que la place de Twitter n'est pas qu'une bonne nouvelle, parce que ça ramasse la pensée en 140 signes, et puis espèce de diktat de l'immédiateté. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours très très bon. Voilà, j'ai un doute en tout cas. Et en même temps, ça permet, c'est toujours la même chose, c'est pas que négatif, ça permet aussi de réagir à chaud, de faire partager plus largement un réseau, une information de façon plus rapide. Mais je me méfie quand même de la place que prend cette espèce d'information de zapping en fait, où tout est mélangé, où tout va très très vite, et on sent qu'on a besoin là maintenant de prendre un petit peu de recul, d'avoir des médias au temps long qui permettent de renouer avec une pensée tout simplement, c'est-à-dire l'articulation d'éléments qui font sens et pas simplement la réactivité, le bon mot. Et pour l'instant on est plutôt accablé par le zapping, donc je pense qu'il faut qu'on arrive à domestiquer ces nouveaux médias. Voilà. Pour vous, quels sont les enjeux démocratiques et économiques de ces nouvelles technologies ? Alors d'abord, je pense que ça peut être une chance, tout ce qui permet le partage. Je pense qu'Internet notamment est potentiellement un outil formidable de mise en commun, mais tout dépend de la façon dont on l'utilise. Si ça devient un lieu de surveillance, si ça devient un lieu accaparé à nouveau par des enjeux économiques qui contraignent et qui ne permettent pas la mise en commun, alors... Donc c'est un outil, tout dépend ce qu'on en fera et ça dépend du projet de société qu'est le nôtre. Moi je pense vraiment qu'il faut aller vers une logique qui permette de développer le partage, la mise en commun, l'implication citoyenne, parce que sur Internet c'est ça qui est formidable, c'est que potentiellement une information citoyenne, et on l'a vu par exemple en 2005 avec le site d'Étienne Chouard sur le traité constitutionnel européen, vous voyez un simple citoyen qui décortique le contenu du traité et qui devient un site de référence pour des millions de Français. Je trouve ça très, très beau, quoi, c'est riche, et puis l'expertise citoyenne peut se partager sur Internet. Et en même temps, on voit bien que c'est un lieu où on peut être repéré, de savoir tout ce qu'on a vu, naviguer, où la publicité est en train d'envahir aussi nos têtes, comme à la télévision, voire parfois en pire, on ne peut plus cliquer sur quelque chose sans... Donc ça, c'est assez terrible. Et que la nouvelle économie qui va permettre de faire fonctionner tout ça, pour l'instant, elle n'est pas trouvée. Et je redoute beaucoup, avec le règne capitaliste qui est le nôtre et libéral, je redoute cet accaparement d'un outil technique. C'est un outil technique qui pourrait pourtant permettre du progrès humain et de la mise en commun culturelle, éducative, dont on a particulièrement besoin par les temps qui courent. On vous rencontre aujourd'hui à Toulon, le jour où à l'Assemblée nationale, il était question de ce fameux projet de loi sur ce qu'on appelle la loi sur le renseignement. Quelle est votre position sur ce sujet ? Je suis farouchement opposée à cette loi. C'est une loi qui est liberticide. C'est une logique qui s'instaure maintenant en Occident depuis un paquet d'années, depuis le Patriot Act, qui considère que non, l'enjeu central n'est pas de mettre des moyens humains plus important dans les outils que nous avons déjà à notre disposition pour lutter contre les filières, repérer les filières, les suivre, mettre davantage de personnel pour mettre en œuvre les lois existantes.
on profite d'une certaine manière de cette menace terroriste pour surveiller davantage. Je crois que ça n'a pas d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. En revanche, ça donne bonne conscience, c'est-à-dire ça donne bonne conscience au gouvernement dans un moment qui est un moment de restriction de l'investissement public, donc ils ne peuvent pas augmenter ses moyens réels pour lutter contre le terrorisme. Donc il faut une loi supplémentaire qui est une loi de surveillance, et je crois que cette logique-là est une logique totalement liberticide et qui n'apportera pas les fruits escomptés en termes de lutte contre le terrorisme. Donc, je suis très préoccupée et je ne comprends pas qu'une assemblée qui se dit de gauche puisse voter une telle loi qui est une entreprise de surveillance pour les citoyens et non pas d'abord pour les terroristes. Comparaison n'est pas raison, mais aux États-Unis, le Patriot Act n'a pas empêché les attentats de Boston. Ben, bien sûr, mais ça c'est pas nouveau. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce sont des raccourcis de penser comme ça. C'est la même logique qui fait dire que quand il y a un conflit quelque part dans le monde, il suffit de faire la guerre et ça va régler le problème. On va faire la guerre, on se donne bonne conscience et en réalité, les pays qu'on laisse à l'issue de cette affaire-là sont dans un désastre plus grand encore. Donc il y a des logiques de courte vue qui en fait sont contre-productives, ne résolvent pas le problème qu'il est censé résoudre et qui on est dans ce moment-là. Vous avez vu sur la dette. Hein. La restriction des dépenses publiques, on est en train d'essorer la dépense publique pour, nous dit-on, faire en sorte que la dette ne se creuse pas, mais en réalité, comme ça crée de la récession économique, au final, la dette, elle explose. Donc, c'est un système qui n'est pas efficace et qui donne bonne conscience, mais qui est une logique tout à fait mortifère. Et malheureusement, c'est dans beaucoup de domaines. Pour vous, la mobilisation reste encore à l'ordre du jour contre la loi sur le renseignement ? Bien sûr, il ne faut jamais lâcher. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a les allers-retours et même il faut une mobilisation citoyenne aussi pour marquer le pas parce que s'il y avait, j'espère que non, mais si à nouveau on était confronté à un attentat, on peut aussi imaginer qu'une loi plus liberticide encore soit amenée à être votée. Donc il faut convaincre aussi dans la population parce que beaucoup de gens se disent mais non, mais c'est bien, on a peur, si on n'a rien à se reprocher. Voilà, on n'a rien à se reprocher, etc. Mais ce sont des logiques qui sont des logiques, comment dire, j'allais dire... qui pose problème sur nos perspectives d'avenir, en fait. C'est un monde qu'on va laisser à nos enfants, et on voit bien qu'aujourd'hui, si on peut croire que nos décideurs sont encore des démocrates, si d'aventure le gouvernement venait à changer, les lois, elles, resteraient. Ah bah, normalement, un gouvernement peut quand même détricoter des lois. Je peux vous dire que si nous, on était... Oui, mais si c'est un gouvernement d'extrême droite, je pense qu'il pourrait les renforcer. Il peut les renforcer, mais si vous aviez un gouvernement de type Syriza à la française, je vous assure qu'il y a un certain nombre de lois sur lesquelles on reviendrait. C'est ça, normalement, la démocratie. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup.